Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Dans ce nouvel épisode, on part à la rencontre du chef pizzaiolo Mirko D'Agata. J'ai déjà eu des gens, des jeunes qui m'ont dit moi je connais beaucoup la pizza. Ok, je l'ai mangé beaucoup. Ok, c'est bon. Moi aussi j'ai mangé beaucoup d'huîtres, mais j'ai aucune idée de comment on les fait. Mirko est le chef exécutif des Pizzeria 900 depuis 2016. C'est dans un des restaurants de Westmount à Montréal qu'on s'est retrouvé une après-midi pour parler de sa jeunesse italienne entre Turin et la Sicile. On mangeait juste des sardines grillées. Des sardines ou des anchois grillés. Tu l'achètes frais, c'est juste long, les nettoyer, ça prend beaucoup de temps. On les faisait juste griller avec du citron et du sel, c'est tout. Je peux en manger des kilos et kilos et kilos et kilos. Vous allez l'entendre, Mirko parle super bien français. Mais surtout, il décrit à merveille les aliments et recettes de son enfance, au point que j'ai eu vraiment très faim au moment de l'interview. Alors, choisissez bien le moment de la journée pour écouter ce podcast. On utilise de la ricotta salata. Donc c'est de la ricotta qui est cuite, soit cuite au four, soit seulement séchée. Il y a des choses un peu différentes, des influences différentes. Une fois que tu passes Rome, et la ricotta salata sur la pasta, non. Quand nous nous sommes rencontrés, Mirko revenait tout juste de Las Vegas où il avait participé à l'une des plus importantes compétitions de pizza au monde. Une compétition de pizza. J'ai trouvé ça suffisamment intriguant pour vouloir en parler avec lui dans cette première partie de l'émission. J'en ai profité aussi pour comprendre son rôle de chef exécutif chez Pizzeria 900. C'est la première fois que je me retrouve à manager ou à aller visiter une vingtaine de restaurants, une vingtaine de cuisines. Souvent, je fais les services avec eux autres parce que je m'amuse. Ah, ok, ça t'arrive de faire des services. Oui. J'allais dire, ça te manque? Oui, ça me manque. Mais chaque visite que je fais les services avec eux autres. Bon, et alors, est-ce qu'il y a une différence entre former un jeune pizzaiolo québécois que former un pizzaiolo italien? Si on part à zéro, les jeunes Italiens, souvent, ils pensent de connaître déjà plus de ce qu'ils réellement connaissent. Par contre, un jeune Québécois, comme tous les autres jeunes, s'il y a de l'intérêt pour apprendre, il n'y a aucun filtre, il n'y a rien, c'est tout complètement nouveau, c'est juste une nouvelle chose qu'on apprend, on commence à zéro. Puis il n'y a pas l'effet de dire « Oh, la pizza, mais moi je suis italien, je la connais ». Je l'ai mangé beaucoup dans ma vie. Ça arrive. Moi, j'ai déjà eu des gens, des jeunes qui m'ont dit « Moi je connais beaucoup la pizza ». Ok, je l'ai mangé beaucoup. Ok, c'est bon. Moi aussi j'ai mangé beaucoup d'huîtres, mais j'ai aucune idée de comment on les fait, de comment… Moi, une question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce qui fait un bon pizzaiolo? Est-ce que c'est être un bon chef ou être un bon boulanger? C'est les deux. On ne peut pas mettre sur la même balance un boulanger et un pizzaiolo. Au niveau des connaissances de fermentation puis de farine, tout ça, le boulanger sera toujours plus professionnel, si on peut dire comme ça, ou plus connaisseur que nous. Parce qu'il utilise beaucoup plus de différentes sortes de farine. Il fait en moyenne entre 4 et 5 sortes de pâtes différentes pour ses pains. Nous, on en fait une. 2 dans certains cas. Donc pour moi, c'est boulanger en premier, chef cuisinier, parce que quand même, on cuisine, on prépare des choses, on a des ingrédients dans les mains. On n'ouvre pas des boîtes. On les met dans un conteneur, on les prend, on fait des choses, on crée des choses. Puis de plus en plus, je trouve, la pizzeria puis la cuisine, ils vont se fusionner ensemble. Les techniques puis les façons qu'on a de cuisiner et de préparer, ils sont déjà en train d'arriver sur les toppings et il va seulement avoir de plus en plus ça. Puis, mon rêve un jour, ça sera d'avoir une pizzeria où j'ai un chef cuisinier, un vrai chef, puis un pizzaiolo qui travaillent ensemble. Fait que du coup, il ferait des préparations à part des ingrédients? Oui, et ils étudieraient les toppings ensemble. Les chefs, ils étudient les toppings avec les pizzaiolos, puis on prépare les choses ensemble, on travaille sur la pizza ensemble. Donc moi, je travaille sur la première partie, pâte. Toi, chef, tu travailles sur les toppings, on travaille ensemble, on fusionne les choses ensemble. Ça, je pense que c'est le futur. Toi, demain, tu devais cuisiner une pizza qui n'est pas une pizza traditionnelle napolitaine. Est-ce qu'il y a un ingrédient que tu trouves qui t'aimes beaucoup associé, qui pourrait être bon à être associé avec la pizza? J'aimerais beaucoup fusionner deux choses. Je trouve qu'on a des champignons incroyables ici. Puis j'aime beaucoup le lobster. Puis j'aimerais faire une sorte de ragoût de champignons lobster, une sorte de ragoût de sauce. Puis mélanger avec la base de ma pizza, ça sera une sorte de salame à pâte molle qui s'appelle ciauscolo, qui vient du centre de l'Italie. Je trouve que
Le ciauscolo avec ces champignons-là, il pourrait faire un super bon mélange. Okay, j'ai jamais essayé, mais dans ma tête, ça fonctionne très bien. On a la terre, la mer. Exact. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, j'aimerais faire ça. Probablement, je ferais quelque chose comme ça. Ouais. Tout à l'heure, quand tu m'as dit que tu faisais encore des services, là, tu as eu tellement l'œil qui s'est allumé. Là. Ouais. Puis en plus de ça, tu fais des concours. Oui. Tu peux me parler de ça là? C'est quoi le dernier concours que tu as fait? Le dernier qu'on a fait, c'était à Las Vegas. Ouais. Ça s'appelle Pizza Expo. Puis la compétition est vraiment serrée. Parce que les meilleurs d'Italie, la plupart, ils viennent tous à Vegas. Puis cette année, il y avait vraiment des noms, des top italiens. Je les ai battus, je suis très content. Mais c'est vraiment aussi autre que la compétition, parce que la compétition est divisée en deux, premièrement. Il y a une partie agilité, donc games, pizza games. Ça passe à travers les boîtes, qui plient les 5 boîtes plus vite, qui ouvrent, qui baissent les 5 pizzas plus vite possible, juste les ouvrir. Il y a une sorte de triathlon, c'est de base un pâte à faire très large, un pâte plus petit, puis une boîte, toujours qui fait le meilleur temps. Il y a aussi la compétition sur la pizza plus large. Il y a aussi la compétition sur l'agilité, donc les acrobaties. C'est la compétition plus suivie par les gens, c'est les shows. C'est tellement à l'américaine, là, tu me parles zéro de goût depuis tout à l'heure. Non, jusqu'à date, la partie agilité où j'ai jamais compétitionné, mais parce que ça m'intéresse moins. J'aime les regarder, j'aime les voir, mais c'est vraiment un show, regarder les acrobaties, c'est connecté, c'est en relation avec ta musique, ta base musicale que tu crées, donc c'est vraiment quelque chose, c'est une scénographie. Après ça, il y a toute la partie réelle de cuisson et de faire la pizza. Ouais. Donc on a la pizza napolitaine, où on peut faire margherita marinara, c'est où moi je compétitionne, et je fais tout le temps la marinara. C'est ma pizza préférée, c'est la première pizza que j'ai appréciée, je trouve que c'est la plus simple. Mais honnêtement, c'est un des plus difficiles, sinon la plus difficile à cuire. C'est quoi? La marinara, c'est juste sauce tomate, ail, origan, huile d'olive. Et tu dois faire ta sauce? Oui, tu apportes tous les ingrédients, c'est toi qui les apportes. De la pâte aux ingrédients, c'est juste à toi. Il y a certaines règles. Sur les tomates, tu peux utiliser juste de la San Marzano ou de la tomate Roma. La pâte, il faut qu'il y ait une certaine fermentation puis certaines règles générales que tu dois suivre. Tu dois rester à l'intérieur de ces règles-là. Donc tu es venu avec tes propres ingrédients? Tu es venu avec ta propre tomate? Nous, on part toujours d'ici avec nos chaudières et nos frigidaires et on s'en va à Vegas. Et c'est quelle tomate que tu as prise? La tomate que j'ai prise, c'est un petit secret parce que je n'aurais pas pu, mais la tomate que j'ai prise s'appelle Refiascone. C'est une tomate que j'ai trouvée en Côte Amalfitaine. C'est une tomate qui est encore faite complètement à la main. C'est fait dans le terrassement, un peu comme le champagne. Donc, il n'y a aucune machine qui peut rentrer pour les aider. De base, la tomate n'est jamais arrosée. Donc, on se retrouve environ à 600 mètres en ligne d'air de l'eau, de la mer. On est dans un vallée qui a reçu plein de cendres de volcans, donc il est vraiment fertile. Les sels, il arrive tout seul, il est pris dans les racines, il arrive tout seul de l'eau de la mer, donc vraiment, il n'y a aucun besoin de l'arroser. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un produit qui est côté acidité et sucre. C'est ce qu'on cherche dans les tomates normalement. C'est vraiment balancé de façon naturelle. Okay. Honnêtement, tu ajoutes un pincée de sel, dépendamment de combien tu aimes le sel, mais c'est tout. Tu n'as rien besoin de faire d'autre. Donc j'ai apporté ça, j'ai utilisé ça. C'est des tomates qui sont mises en pot de vitre. On les a aussi parce qu'on a une pizza qui s'appelle Antica, Margherita Antica, donc ancien, qu'on fait avec ces tomates-là. C'est des petits batchs. Donc on les a pendant une période de l'année. Ça se peut qu'ils tombent en back-order, qu'on n'en a pas, puis ils reviennent. Probablement la prochaine semaine, on tombera dans un moment où on n'a pas de ces tomates-là. Mais j'aime beaucoup ça. Et donc, ce concours, tu es arrivé combien? Je suis arrivé deuxième, à 2 points du premier. C'est un ami à moi, entre autres. Il travaille à Miami, lui. Oui, 2 points. 2 points, oui. Ça fait, oui. Presque. Oui, presque. Mais tu es passé devant tes amis italiens? Tous. Tous les meilleurs, on les a battus. Et le premier, c'était quelle nationalité? Italien. Ah. Écoute, on était 34 ou 35, 32 Italiens, 33 Italiens. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'ont vu deuxième? Ils t'ont il était très content, honnêtement, très content. C'est une belle ambiance, puis je te dirais qu'il y a, surtout dans la compétition napolitaine, on se connaît pas mal tous.
Avant d'arriver au Canada en 2012, Mirko a passé sa jeunesse dans le nord de l'Italie, à Turin et sa banlieue. On s'est assis à une table pour qu'il me parle de cette époque-là. Il m'a confié être un grand fan de foot étant enfant, ce qui ne m'a pas tellement étonné, je vous avoue. Ce qui m'a le plus étonné par contre, c'est qu'il m'a pas parlé une seule fois de pizza, mais plutôt de recettes typiques de Sicile, région d'origine de ses parents. Je mangeais beaucoup, je mangeais très bien. C'est toujours mon père qui a cuisiné à la maison. Ma maman aussi, mais disons que ma maman cuisinait parce qu'il fallait cuisiner. Mon père il cuisine parce qu'il aime cuisiner. Il était passionné par ça. Ouais, il est vraiment super passionné. Mais il faisait pas ça comme métier. Non, pas du tout. Pas du tout. Mon père c'est un électricien. Mais il aime beaucoup la cuisine, il aime beaucoup les ingrédients, les produits. Mes parents sont siciliens, les deux. Mais les deux ils habitent à Turin depuis... moi j'ai 34 ans. Ouais, 34 ans. Peut-être quelque chose de plus. Et alors, c'était quoi la spécialité de ton père? Écoute, il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose en particulier. C'est une assiette sicilienne. Ça s'appelle sarde alla beccafico. Okay? De base, c'est des sardines, parce qu'on en a vraiment une quantité énorme en Sicile. Mon père, il les fait légèrement différent. Il y a deux façons de faire les sardes à beccafico. Un, c'est les frire. L'autre, c'est les rouler, les farcir avec de la mie de pain séché. Pas du panko vraiment, mais vraiment de la mie de pain, du vrai pain séché, avec des raisins. Ils sont cuits au four. Écoute, j'en mangeais, je ne sais pas combien. C'est tellement bon, puis tellement simple aussi, que ça m'est resté tout le temps dans la tête. Puis de temps en temps, je me le fais encore à la maison. Attends, mais des sardines pour un enfant, c'est l'enfer. Enfin, je peux pas croire que tu aimais ça, toi. Moi, je l'adore, j'adore. Écoute, je les mangeais de toute façon, les sardines. Je m'en souviens, j'ai essayé aussi de les faire manger à ma blonde, mais il n'aime pas ça. Donc, ok, il faut mieux commencer très jeune. Ouais. Juste des sardines, on mangeait juste des sardines grillées. Des sardines ou des anchois grillés. C'est frais, tu l'achètes frais, c'est juste long, les nettoyer, ça prend beaucoup de temps. On les faisait juste griller avec du citron et du sel, c'est tout. Je peux en manger des kilos et kilos et kilos et kilos. Puis l'autre, les sardes à beccafico fait au four, pas frit. C'est comme un umami parce que t'as tous les côtés que tu as besoin. Tu as les côtés salins du poisson, tu as quand même la partie acide du raisin qui arrive, tu as le pain, donc la partie croquante. Écoute, c'est vraiment, tu as tout ce qu'il faut, puis c'est super, super facile à faire. C'est plus long le nettoyer que le manger, souvent. Tous mes premiers 20 ans de vie, on allait en Sicile à chaque été. Et l'été en Sicile, vous mangiez des choses en particulier quand tu étais enfant? Oui. À part les poissons en général, mais il y a un plat en particulier qui j'adore, puis il est resté dans ma tête beaucoup. Et quand j'ai le temps, je le fais aussi en Italie. C'est des simples polpette que tout le monde connaît. Il n'y a aucune sauce tomate pour commencer. C'est de la viande assaisonnée. Donc, il y a du sel, il y a des œufs, il y a du persil, il y a un peu de poivre. Ils sont faits avec à la main, comme on fait les polpettes normalement, mais à la place d'être rondes, ils sont aplatis. Puis ils sont cuits sur la grille entre deux feuilles de citron. Donc, nous, on avait l'arbre de citron. Ma grand-mère, il y avait l'arbre de citron. Donc, il m'envoyait prendre les feuilles les plus gros. Puis, qu'est-ce que ça donne? C'est que toi, tu vas les griller sur les feuilles. Puis, la viande, il prend vraiment les bons goûts du citron, ça se mélange de façon parfaite avec les côtés grillés et le bœuf. Les côtés grillés avec les citrons, il va faire quelque chose. Wow. C'est bon. Puis, de nouveau, c'est une des choses plus simples. Et tu manges ça sans sauce, sans rien dans l'assiette? Okay. Avec du pain. Du pain sicilien. Le pain sicilien, c'est un peu différent du pain du nord d'Italie. C'est souvent fait avec la semoule. La semoule de blé, c'est la même farine qu'on utilise pour faire la pâte, la pâte séchée. Parce qu'on a énormément de semoule en Sicile, donc c'est assez typique. C'est jaune aussi. Puis le pain à l'intérieur, de nouveau, c'est jaune. Puis souvent, il y a du sésame. Parce qu'il y a toute l'influence du nord d'Afrique. La Sicile était conquérée par tout le monde, je pense. Tout le monde est passé par la Sicile. Puis ils ont toujours dit à tout le monde, « Oh, venez, il n'y a aucun problème, on ne fait pas la guerre ici. » Puis les côtés nord-africains, imagine qu'on a un couscous festival en Sicile. Donc le couscous, c'est assez général, surtout dans le sud de la Sicile. On a vraiment énormément, même dans les desserts, on a énormément d'influence arabe.
vraiment énormément. Mais même quand tu as commencé ta description de ta polpette, je me suis dit, oh, il est en train de me préparer une kefta là. Genre... Ben ça ressemble. Ça ressemble beaucoup. Côté poisson, on est très proche, c'est beaucoup de grilles. Puis imagine les aubergines. Les aubergines ils ont une énorme partie dans la cuisine sicilienne. On fait énormément de choses. Oui, on peut dire la parmigiana, ok, mais pour moi, la pasta avec la sauce tomate, il n'y a eu aucune fois dans ma vie où j'étais en Sicile où il n'y avait pas des aubergines frites à côté, sur le milieu de la table. Puis nous, on les prend, on les met dans la pasta, on les défait avec un couteau ou la fourchette, on mange ça avec. C'est normal. Et puis on n'utilise pas du parmigiano ou du pecorino en Sicile, on utilise de la ricotta salata. Donc c'est de la ricotta qui est cuit, soit cuit au four, soit seulement séché. Et puis on la râpe sur la pâte. Il y a des choses un peu différentes, des influences différentes. Une fois que tu passes Rome, et la ricotta salata sur la pasta, non. Non. C'est parmigiano, pecorino. C'est ça. Et du coup, ton père, il cuisinait beaucoup. Est-ce qu'au moins, il te demandait de l'aider ou est-ce que ça t'intéressait ou... J'avoue qu'ils ne nous ont pas beaucoup demandé de les aider. Ah. Surtout, mon père, il ne veut personne en cuisine, premièrement. Mais même, qu'est-ce que nous, on faisait tout le temps, toujours, c'était préparer la table, puis nettoyer à la fin la table. Mais il ne nous demandait pas de laver les assiettes, exemple. C'est une chose qu'on a commencé à faire quand on avait 13-14 ans, moi et mon frère, parce que mes parents ils travaillaient à la Fiat, la compagnie qui fait les automobiles à Turin, comme la plupart des gens du Sud qui sont arrivés à Turin. Puis mon père il travaillait, exemple, de 6 à 2, ma maman de 2 à 10, pour permettre d'avoir toujours un de nos parents à la maison. Donc à un moment donné, quand tu arrives à 13-14 ans, tu comprends que mon père ou ma maman ils se sont réveillés à 6 heures, il faut qu'ils arrivent à la maison, ils nettoient les assiettes, ils viennent nous chercher à l'école, quand on faisait encore l'école, question mon frère il faisait encore l'école, donc il fallait aller les chercher. Puis, probablement la porter à faire de la natation, il y avait plein de choses. Là, on a commencé de façon autonome à les aider. Mais ils ne nous ont jamais demandé beaucoup à la maison. Ça, je l'avoue, on n'a pas fait grand-chose. Et du coup, tu n'as pas appris la recette des sardines? Je l'ai appris parce que j'ai toujours regardé mon père cuisiner, tout le temps. Ok, tu pouvais regarder, mais pas participer? Non, pas participer. Ils ne veulent pas. Ils n'aiment pas ça. Même encore aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, quand je retourne à la maison en vacances, c'est pas moi qui cuisine à la maison. C'est lui. Mais alors, du coup, c'est pas vraiment lui qui t'a redonné cette passion? À moins que ce soit juste en mangeant ses plats? Il m'a transmis la passion pour bien manger. C'est quoi le premier souvenir culinaire de ta jeune vie d'enfant que tu as en tête là? Le premier souvenir d'un truc marquant un peu, d'un plat ou... Spaghetti aglio e peperoncino. C'est un de mes premiers souvenirs. Tu l'associes à quoi Ben, je l'associe à quand moi, puis mon père et mon frère, on revenait de nos sports, souvent on revenait tard. Puis pas tout le temps, mon père il avait le temps de préparer des choses. Donc ça, c'était un des assiettes qui souvent il revenait, parce que c'est assez vite. Ou exemple, mon père il adore la montagne. Souvent on allait en montagne les 4 quand on était plus jeunes. Puis on revenait, c'était tard. Souvent, c'était une assiette qu'il faisait, parce que ça prend vraiment 10-15 minutes de le faire, même pas. C'est bon, c'est réconfortant. C'est ça. C'est vraiment le goût. Là, tu veux vraiment dire, OK, la pâte est bonne, puis la façon que tu l'as faite, c'est bon. Il n'y a rien de compliqué, mais de nouveau, comme la marinara, tantôt on disait, il n'y a rien de compliqué, mais il faut le faire bien. Sinon, tu as fait un pasta sec, avec un peu d'huile. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche la crémosité un peu tout le temps. Et est-ce qu'il y avait un événement relié à une tradition culinaire que tu appréciais particulièrement quand tu étais enfant? Je te dis que pendant les fêtes, souvent, les fêtes de Noël, surtout, mon père, un grand sicilien, il préparait les arancini. Puis il y a tout un petit rituel parce qu'il faut préparer le riz la veille, puis le lendemain, tu fais les arancini, il faut couper le fromage. Puis il y a la partie où tu le passes dans les œufs, la partie où tu le passes dans la farine, puis la partie où tu le passes dans les pains séchés. Il y a tout un travail quand même. Et ça, c'était ludique? Parce que vous pouviez enfin participer aussi à l'élaboration du plat en tant qu'enfant. Souvent, moi et mon frère, on était mis soit à mettre les fromages, soit à passer les formes dans les œufs et après dans les pains pour aider mon père. C'était une des choses qu'on faisait avec lui. J'ai l'impression qu'avec un père comme ça, tu n'es jamais allé au restaurant? Non.
Et toi, les seuls endroits où tu mangeais à l'extérieur, peut-être à l'école, je sais pas, à l'école, qu'est-ce que tu mangeais Quand j'étais plus petit, donc les premiers 5 années d'école, disons, je mangeais à l'école, oui. Ça mange quoi un enfant italien Ouf, à l'école? pasta. Ah ouais, hein, Pas bon. Quand j'étais petit, j'étais en amour avec les petits bâtonnets de poissons frits. J'étais complètement en amour. Encore aujourd'hui, je ne l'achète pas, je me le fais, mais j'étais en amour. Donc, je m'en souviens, quand il y avait cette assiette-là, cette bouffe-là, j'en mangeais, puis j'en mangeais. Mais souvent, quand j'avais des choses que je n'aimais pas… J'espère que tu disais pas ça à ton père. Hein. Oui, il sait. Il sait. Parce qu'il me faisait à la maison, parce que je disais que j'aimais beaucoup ça. Donc, il allait acheter les poissons. Ah, le poisson frais et il le faisait? Il allait acheter les poissons dans le sel, amoureux. Donc il faisait du salé 2 jours dans l'eau, tout ça. Puis il me faisait les petites tranches. Ça. Il faisait tout lui pour nous. Je m'en souviens une fois, je lui ai dit non, mais les autres sont meilleurs. Puis il s'était fâché, il était fâché, il m'a fâché. Dans chaque épisode de La Bouche Pleine, le chef invité doit cuisiner un plat qui a marqué son enfance. Étant dans une cuisine de pizzeria, je m'attendais logiquement à ce que Mirko nous prépare une pizza typique de son enfance. Et ben, vous allez découvrir qu'il a choisi le 2e plat national de son pays. Je vais faire des spaghetti aglio e peperoncino, comme on disait tantôt. C'est simplement de l'huile, de l'ail écrasé, du peperoncino, donc du chili, frais ou séché. L'ail, il faut qu'il soit rissolé dans l'huile avec les peperoncinos, les petits chilis frais. Après ça, on fait cuire la pâte, on prend juste un peu d'eau de cuisson. Une fois que la pâte est cuite, al dente, on met la pâte dans la poêle, on ajoute de l'eau de cuisson, puis on la fait sauter avec ça, de façon que l'amidon, il va créer une crème avec l'huile. C'est fini. C'est fini. Il n'y a rien d'autre. Et ça te rappelle les repas que faisait ton père? Ça me rappelle mon père, puis ça me rappelle souvent lui, mon frère et moi. Bon, ça veut dire que tu vas cuisiner des pâtes dans une cuisine qui fait des pizzas. Oui. Comment tu vas te débrouiller avec ça? On fait tout au four à bois, c'est ça? Non, parce que ça devient difficile de cuire les pâtes au four à bois. Mais on a, dans les 900, on a un petit plaque induction pour faire des petites choses. Donc on va utiliser celle-là pour… Parfait. On va les faire un peu de façon qu'on peut le faire, parce qu'on a juste cette plaque induction, donc on va s'organiser, on va se débrouiller. Ça marche. Mais en étant si facile, si simple à faire, on peut se débrouiller. Mais j'espère qu'il soit bon à la fin. Je suis sûr que tu vas y arriver. Allez, c'est parti. Ok. Si tu devais me décrire un peu les ingrédients dont tu as besoin. Oui, on va voir de l'huile d'olive, l'ail. Ouais. On va mettre un filet d'anchois, commencer. Et après, on va ajouter du chili à la fin parce qu'on a du chili juste sec ici. Très bien. Côté pâte, on va utiliser des spaghettis. Ça, c'est la vraie recette de ton père ou c'est toi qui encore lui donné un petit twist? Non, c'est la vraie recette. Moi, ce que j'ai ajouté par rapport à la recette originale, c'est les filets d'anchois. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. L'anchois, il me semble pas que c'est… C'est pas toujours qui est là. Donc là, tu découpes, tu fais une julienne avec les anchois, donc. Ouais. Et tu les écrases avec ton couteau. Ah bah, tu fais une purée là. Ouais. Donc dans le fond, tu fais infuser ton huile avec ton ail et tes anchois. Et mes anchois, ouais. Sans jamais les faire brûler. Puis c'est vraiment une chose, l'infusion, comme on disait, de l'huile, c'est vraiment une chose rapide. On ne le laisse pas ici. Longtemps. Hein. Oh, c'est fini. Juste pour… on va la laisser là. Enfin, rendu là, si on aurait eu les chilis frais, je l'aurais mis tout de suite. Tu l'aurais mis tout de suite pour infuser aussi? Oui, mais maintenant, à cause qu'on n'a pas les frais, ouais. Je vais utiliser les secs, mais je vais les mettre maintenant. Ça marche. Bon, et puis là, tu fais chauffer de l'eau. Moi, je vais chauffer de l'eau, je vais mettre quelque chose par-dessous, comme ça, il va être plus vite. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui goûte l'eau de cuisson. C'est fucking chaud, comment tu fais? T'as plus de sensation sur ta langue ou… Non, c'est pas si chaud, hein. Regarde. Tu goûtes quoi? Tu vérifies quoi? Si c'est bien salé? Les selva. Ouais, hein. T'aimes la pasta al dente? Évidemment. Alors, tu l'incorpores à la poêle. On va là. Et là, tu mixes. Ouais. Et là, tu chauffes un petit peu quand même? Oui, parce que on fait, comment je peux dire, mélanger ensemble l'amidon encore.
pour ça aussi qu'on les prend légèrement avant qu'ils soient considérés vraiment al dente, encore un peu plus al dente. Comme ça, on les finit dans la poêle. Ça, tu le mixes jusqu'à évaporation de l'eau? Ouais, quasiment. J'essaie d'avoir juste un petit crème vers la fin. D'accord. Pour garder ça onctueux quand même. Ouais. Puis les pâtes finissent de cuire Ici. en ce moment-là. À ce moment-là. Alors d'apparence, on dirait des pâtes toutes simples, mais dans la saveur, on n'y est pas quoi. Parce que là, on voit pas l'anchois. Non, tu ne le vois plus. Ben, l'objectif, c'est ça, c'est les faire complètement fondre. On goûte? On goûte ça? Oui. Allez. Tu vas me dire si ça goûte exactement comme les soirées avec ton père. Je peux essayer? Ça goûte ça. Ah oui? C'est bon. Qu'est-ce que tu aimes le plus, je pense? C'est l'ail, c'est le piment, c'est... Mais je trouve que c'est vraiment l'ail et l'huile qui font la plupart du goût de la job. L'ail infusionné. C'est pour ça que je disais jamais les brûler parce que c'est très important. On le sent quand c'est brûlé. Ok, ouais. Puis quand tu es capable d'avoir la petite crémosité avec l'amidon de la pâte. Ouais. Je sais pas si c'est parce que j'ai faim, mais... Eh ben, c'est super bon. J'aime pas trop le piquant normalement, mais je trouve que c'est bien dosé. Et on sent vraiment l'anchois. Ouais. Moi j'adore l'anchois, puis ça m'a vraiment donné du pep. Puis c'est important, ouais. C'est important que le fond de ton assiette ne soit pas liquide. Ok. Ça c'est ok, mais il faut pas qu'il soit plein d'eau là, ou plein d'huile, non. À la limite, à la fin, tu as l'espace pour faire un petit scarpetta, pour passer ton peigne. Alors, scarpetta, c'est la serpillière. Tu as fini de manger, tu prends un petit bout de pain, tu laisses l'assiette propre. Tu pourras même faire la blague, moi j'ai déjà lavé mon assiette. C'est plus classe en italien de dire ça que en France on dit saucé. Hein. Saucé, ouais. C'est pas très classe. Merci énormément à Mirko D'Agata pour son temps et sa confiance pour ce 9e épisode de La Bouche Pleine. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de l'émission, @, La Bouche Pleine Podcast. Ce podcast est indépendant et n'existe que grâce à votre soutien, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les médias sociaux. Identité sonore par Clément Leduc et Gabriel Gagnon. Identité visuelle de Tirsa. Merci 1000 fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef.